Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence portant toujours sur le cours de recherche opérationnelle. Donc, comme il a été annoncé précédemment, nous allons consacrer cette séquence à la problématique de calcul de la solution de base réalisable initiale, solution qui permet d'amorcer les calculs au niveau de la technique du simplex pour justement atteindre la solution optimale d'un problème donné. Donc, jusqu'à présent, et dans les cas en particulier illustratifs simples qu'on a utilisés pour illustrer les différentes étapes de la technique du simplex, nous avions vu que la solution initiale réalisable était évidente dans le cas où les seconds membres des différentes contraintes qui sont de type inférieur ou égal sont des éléments positifs. Et donc, on a dit une solution évidente consiste tout simplement à annuler les variables de décision et à affecter les 10 seconds membres aux variables d'écart. Et c'est une solution qui est rapide et qui permet donc de démarrer les itérations au niveau de la méthode du simplex. Sauf que cette solution n'est pas toujours valable. On peut toujours rencontrer des cas où le fait de prendre la solution correspondant à l'origine comme solution de départ n'est plus valable. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, en effet, la solution qui consiste à annuler les variables décision, qui est la solution correspondant à ce que j'appelle l'origine, en particulier au niveau du cas à deux variables, l'origine du plan, cette solution ne convient pas dans les cas suivants. Donc, si par exemple, vous avez une contrainte de type inférieur ou égal, mais avec un second membre négatif. Certes, on a dit que, en général, les seconds membres sont positifs, parce que ça traduit des quantités concrètes, mais théoriquement, on peut toujours se poser cette question. Donc là, on voit bien que le fait d'annuler les variables, évidemment, ne permettra pas, évidemment, de maintenir cette contrainte valable, parce que vous aurez 0 inférieur ou égal à une quantité négative. Deuxième scénario, je dirais, si vous avez une contrainte de type supérieur ou égal, mais avec toujours un second membre positif. Alors là, la même chose. En substituant aux variables principales la valeur 0, vous tombez sur l'inégalité 0 supérieur ou égal à une valeur strictement positive. Et là aussi, c'est une contradiction. Enfin, et on peut aussi avoir ce genre de contrainte, c'est-à-dire quand on a une contrainte de type égalité, carrément. Là, la même chose, vous tomberez sur l'expression 0 égale une quantité positive, et là aussi, c'est une contradiction. Donc, la question, c'est comment déterminer dans ces cas-là une solution, rapidement, une solution initiale, qui va nous permettre donc de démarrer nos calculs au niveau de la technique de résolution. Donc nous avons 3 cas pour lesquels la solution évidente triviale qu'on a utilisée jusque-là n'est plus valable. Et donc l'objet, comme je viens de le dire de cette séquence, c'est surtout de vous montrer un moyen justement de lever, je dirais, ce problème. Alors pour ce qui est du premier cas, quand vous avez une contrainte de type inférieur ou égal avec un signe négatif. Donc là, pour éviter le signe négatif, au niveau du second membre de cette contrainte, il suffit de multiplier donc les deux membres, je dirais, de l'inégalité par moins 1. Et là, vous aurez un second membre positif, mais le problème, c'est que l'inégalité va changer aussi. Donc, on va se retrouver avec l'inégalité de type supérieur ou égal. Par exemple, si je prends la contrainte 2x plus y inférieur ou égal à moins 18, donc le fait de multiplier par moins 1 les deux membres de la contrainte nous permet d'avoir la nouvelle contrainte moins 2x moins y supérieur ou égal à 18. Donc, on a
une contrainte maintenant du type supérieur ou égal, mais avec un second positif. Et ça, ce n'est que le deuxième cas dont on vient de parler. Donc la résolution, si vous voulez, du premier cas se ramène tout simplement à la résolution du deuxième cas. Donc si vous avez des contraintes de type inférieur ou égal avec des signes négatifs, vous pouvez toujours les transformer en des contraintes de type supérieur ou égal, mais avec des segments positifs. Et ça correspond justement au deuxième cas. Donc si on a des contraintes, une ou plusieurs, de type supérieur ou égal, avec des segments positifs, le fait d'introduire une variable d'écart ne permettra pas de prendre l'origine comme solution de base de départ. En effet, on a dit qu'au niveau de la technique du simplex, rappelez-vous, il faut toujours passer à une forme dite standard, c'est-à-dire transformer toutes les inégalités en égalités. Et ceci, on a vu que c'était possible moyennant l'introduction de variables d'écart. Donc, par exemple, si j'ai la contrainte x plus y est supérieure ou égale à 25, donc pour transformer cette contrainte en une contrainte d'égalité, je vais retrancher une variable. Donc, cette variable d'écart E, les variables, je rappelle, doivent être toujours positives. Donc là, on retranche en quelque sorte cet excédent qui est entre le premier membre de la contrainte, qui est x plus y, et 25. Et donc, au niveau de la forme standard, nous aurons x plus y moins e égale 25. Donc, si j'annule les variables principales, x et y, qu'est-ce qui me reste? Il me reste moins e égale à 25, c'est-à-dire e égale à moins 25, ce qui contredit là le fait que la variable d'écart doit être positive. Et donc, le problème se pose toujours. Donc, la question, c'est comment pallier cet inconvénient. Alors, une astuce, c'est d'introduire une nouvelle variable. Une nouvelle variable, mais évidemment qui est astreinte au signe positif, mais qui sera affectée d'un coefficient plus 1, d'un coefficient positif. Alors cette variable qu'on ajoute juste pour les commodités de calcul d'une solution d'amorçage, ce qu'on appelle une variable artificielle, et qu'on va noter par exemple ici grand V. Donc, en plus de la contrainte x plus y moins e égale à 25, donc je vais introduire une nouvelle variable à ce niveau-là avec un coefficient plus 1 plus v égale à 25. Et là, on va pouvoir justement trouver en quelque sorte une solution de base. Comment? En plus d'annuler les variables principales x, y, on va annuler aussi la variable ici e. Ou, si vous avez plusieurs contraintes, toutes les variables qui sont précédées d'un coefficient moins 1. Donc, en annulant les trois variables, qu'est-ce qui va rester? Il va rester v égale à 25. Et donc là, si je me limite tout simplement à cette contrainte, je vais pouvoir dégager une solution de base qui sera composée en deux blocs. Le bloc des variables hors base et le bloc des variables de base. Donc, l'introduction de cette variable v, évidemment, a pour effet, certes, d'élargir le champ des solutions admissibles parce que, encore une fois, vous allez augmenter la taille de votre problème, comme on l'a augmenté quand on a ajouté les variables d'écart, mais qui va quand même permettre de trouver rapidement une solution initiale réalisable. Et donc, cette solution, j'ai dit dans notre petit exemple de contrainte, on va annuler la variable x, la variable y et la variable e, donc qui seront évidemment des variables hors base, et qu'est-ce qui reste comme variable de base? Il me reste la variable v égale à 25. Et donc, en utilisant, je dirais, cette astuce de calcul, on va forcément disposer, je dirais, d'une solution composée d'un lot de variables de base et d'un lot de variables hors base, et c'est suffisant pour amorcer les calculs au niveau de la technique du simplex. Donc voilà l'idée, c'est justement d'introduire encore de nouvelles variables et des variables qui portent justement le nom de variables artificielles parce que c'est juste des variables qui seront introduites pour lever justement le fait
d'avoir une solution initiale triviale correspondant à l'origine, mais encore faut-il que l'introduction de ces variables n'influe pas sur le problème en lui-même et sur sa résolution. Donc la variable d'écart sera traitée comme les variables x, y, dans ce petit exemple. La variable artificielle v nouvellement introduite sera considérée comme une variable de base. Alors, en cours de déroulement de la méthode du simplex, quand on va faire les calculs, la mise hors base de la variable artificielle va réintroduire en quelque sorte la contrainte au niveau de laquelle on a introduit cette variable artificielle, autrement dit, sans la dénaturer. Ça d'un côté. Alors, d'un autre côté, comme je viens de le dire, pour que la fonction économique ne change pas de valeur, l'objectif, il faut donc que la variable artificielle ou les variables artificielles qu'on sera amené à introduire n'influent pas sur l'optimum, donc sur la résolution du problème et donc en particulier sur la solution optimale. Alors la variable artificielle intervient dans l'optimum avec une valeur nulle, c'est-à-dire que la variable artificielle n'aura aucun effet si nous l'affectons dans la fonction économique à maximiser dans notre cas d'un coût négatif très élevé. Et ici, on va le noter, par exemple, moins m, avec m un nombre très très grand. D'où l'appellation de cette technique, la méthode du grand M ou la méthode du big M. Donc, on va rajouter, et au niveau de l'expression de l'objectif, toutes les variables artificielles avec ce coefficient moins m, donc très élevé en termes de valeur absolue. Et donc ça s'explique, c'est-à-dire que comme je suis en train de maximiser, et comme ma variable v est munie d'un coefficient qui est négatif mais très élevé, on aura intérêt, lors des calculs, à annuler le plus tôt possible cette variable artificielle pour pouvoir, en quelque sorte, augmenter la valeur de l'objectif. Donc, dans notre cas, on va prendre un petit exemple pour illustrer cette méthode du grand M. Donc, soit le problème max de z égale 30x plus 40y, sous l'ensemble des contraintes 2x plus y inférieur ou égal à 8, 2x moins y supérieur ou égal à 2, et y inférieur ou égal à 2, avec x, y, bien sûr, des variables positives. Donc, on voit ici que le problème va se poser surtout au niveau de la deuxième contrainte, qui est de type supérieur ou égal, et au niveau de laquelle on sera obligé d'introduire une variable artificielle, donc quand on va passer à la forme standard de ce programme linéaire. Donc la forme standard, on ajoute une variable d'écart plus E1 au niveau de la première. Là, on sera obligé de faire un moins E2 parce que c'est une contrainte de type supérieur ou égal. Et là, plus E3 pour la dernière contrainte. Mais on a dit que au niveau des contraintes où les variables d'écart sont munies de coefficient moins, c'est au niveau de ces contraintes-là qu'on doit rajouter des variables artificielles. Par exemple ici, plus V. Si j'avais plusieurs contraintes, je mettrais aussi plus V1, plus V2, etc., etc. Toutes les variables sont positives. Au niveau de la méthode du simplex, donc de résolution de programme linéaire, la positivité des variables est, j'allais dire, obligatoire. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va annuler les variables principales et on va annuler aussi là où les variables d'écart qui sont munies d'un coefficient négatif. Donc, en procédant ainsi, on va avoir donc E1 égale à 8, V égale à 2 et E3 égale à 2. Ça d'un côté. Donc, vous voyez, nous aurons donc déjà trois variables de base, E1, V, E3. Les variables hors base seront X, Y et E2, qui seront évidemment nulles à ce niveau. Bien, maintenant, comme j'ai dit, pour éliminer l'influx, je dirais, de cette variable artificielle V au niveau de l'objectif, on va évidemment ajouter ces variables avec un coefficient
moins m, m étant un nombre très très grand. Donc là, évidemment, pour des considérations pédagogiques sur le petit exemple, je vais trimballer ce m. Alors concrètement, par exemple, au niveau de la machine, ce nombre m peut être tout simplement un nombre très grand, par exemple le plus grand nombre que peut traiter, par exemple, une machine. Bien. Mais ici, vous allez voir qu'évidemment, lors des calculs, la variable artificielle va disparaître à un moment donné. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Avant de déterminer cette solution de base et donc de commencer les calculs, c'est-à-dire la résolution du problème, on va exprimer z en fonction et des variables principales et des seules variables d'écart. Donc là, ce que je vais faire, je vais exprimer ce moins mv en fonction tout simplement du reste des variables. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a mv égale, d'abord v, je peux le tirer d'ici. V, c'est 2 moins 2x plus y plus e2. Et donc, en multipliant par m, ça nous donne quoi? Ça nous donne 2m moins 2mx plus my plus me2. C'est cette expression-là que je vais substituer au niveau de l'objectif, ce qui me donne la fonction économique que je vais utiliser dans mes calculs. La nouvelle fonction économique, donc, c'est maximum de z égale 30x plus 40y, moins 2m, plus 2mx, moins my, moins me2. Voilà, donc, l'expression qu'il faut utiliser lors des calculs, moyennant, par exemple, les tableaux simplex. Ou bien en factorisant, donc, 30 plus 2mx plus 40 moins my moins me2 moins 2m. D'où le premier tableau simplex qui correspond justement à la solution de base initiale. Donc, cette solution de base, on a dit, est constituée par 3 variables de base, à savoir E1 qui est égal à 8, V, la variable artificielle qui est égale à 2, et E3 qui est égal à 2. Voilà, les autres variables sont des variables hors base, donc X, Y et E2, qui n'apparaissent pas dans la première colonne, sont des variables hors base, sont des variables nulles. La valeur de Z, alors attention, la valeur de Z, quand je reviens sur l'expression de Z, vous l'avez ici, donc qu'est-ce que je fais? Si je remplace X par 0, Y par 0 et E2 par 0, qu'est-ce qui me reste? Pardon? Qu'est-ce qui me reste? Il me reste grand Z égale à moins 2Z. Donc, vous voyez là, on démarre déjà avec une valeur pour Z. Z est égal à moins 2M. Mais attention, on a dit que à ce niveau-là, on met quoi? On met la valeur de moins Z. Donc, on a placé 2M, c'est-à-dire moins 2M. Voilà, donc, le premier tableau qui va nous permettre, évidemment, de commencer, évidemment, l'amélioration au fur et à mesure des solutions obtenues jusqu'à l'atteinte de la solution optimale. Donc là, rapidement, je rappelle la technique du simplex, donc les différentes étapes d'une itération simplex. D'abord, on choisit la variable entrante, donc ici, c'est la variable de plus grand coefficient. Je rappelle, m, c'est un nombre positif très grand, et donc on voit déjà que c'est la variable x qui va être sélectionnée comme variable en 30, parce qu'il a comme coefficient 30 plus 2m. Alors que 40 moins m, c'est quelque chose de très petit, parce que vous avez moins m, moins un nombre très grand positif. Ensuite, pour déterminer la variable sortante, je rappelle qu'il faut diviser les membres de la colonne R par les membres respectifs de la colonne de la variable entrante x. Par exemple, ici, 8 divisé par 2 égale à 4, 2 divisé par 2 égale à 1, et là, vous avez 2 divisé par 0, on ne s'intéresse pas à ce genre de rapport, on s'intéresse qu'au rapport fini, positif. Donc, on voit très bien que le rapport, le plus petit rapport ici, c'est 1. Et donc, la variable sortante ici, c'est la variable V, c'est la variable artificielle, tant mieux. On voit que dans ce cas-là, c'est la variable artificielle qui sort en premier au niveau donc de la première itération. Donc, X va se substituer à V au niveau des variables de base. Donc, je rappelle aussi, donc pour transformer, parce que là, on doit passer à la phase dite pivotage, donc on va transformer donc le pivot ici qui est égal à 2 en 1, donc on va diviser toute la ligne
par 2. Et donc, une fois qu'on a fait cette transformation, cette opération élémentaire, on doit annuler le 2 qui est là. Là, on a déjà 0, donc on n'a pas de calcul à faire. On va transcrire directement la ligne E3 au niveau de nouveau tableau. Par contre, là, vous avez 30 plus 2m. Là aussi, il faut multiplier le pivot par moins 30 moins 2m, ajouter à la ligne Z pour avoir la nouvelle ligne de Z, ce qui nous donne le nouveau tableau qui va correspondre à la nouvelle solution améliorante. Alors, avec une petite remarque, c'est que une fois que une variable artificielle quitte la base, plus besoin de garder cette colonne dans les tableaux qui suivent, parce qu'on est sûr que la variable ne peut plus réentrer. On est sûr que la variable ne peut plus réentrer, donc c'est pas la peine de trimballer la colonne V. Donc, comme vous allez le voir, je ne vais pas garder la colonne V au niveau des tableaux qui suivent. Donc, le tableau qui suit est le suivant. Donc, je rappelle, le pivot, c'était 1. Vous voyez bien, en faisant les opérations élémentaires sur les lignes du tableau, en se basant sur la ligne du pivot, on a pu annuler donc le 0 qui est là et le 0 au niveau de la ligne Z. Là, il y avait déjà un 0. Et donc, vous remarquez déjà, vous voyez, on est passé à une valeur moins 30, c'est-à-dire à la valeur 30 pour Z. Donc, on a bien amélioré la valeur. On est passé de moins 2m, un nombre qui était très négatif, vers une valeur qui est ici positive, qui est égale à 30. Maintenant, est-ce que cette solution est optimale? On applique le critère d'optimalité. On voit qu'il y a deux coefficients qui sont encore positifs. Donc, la nouvelle variable en 30, c'est la variable Y, parce qu'il correspond au coefficient le plus élevé. Et ensuite, on va faire les rapports. Donc, 6 divisé par 2 égale à 3. Là, c'est un rapport négatif, c'est pas la peine. Et là, vous avez 2 divisé par 1, c'est 2. Donc, 2 est inférieur à 3. La nouvelle ligne, la nouvelle variable sortante, c'est E3. Et le nouveau pivot, évidemment, c'est 1. Donc là, vous avez déjà 1. Donc, c'est bon. On va annuler la colonne de la variable en 30. 2 moins 1,55 doivent s'annuler en recourant à des opérations élémentaires sur les lignes, en utilisant comme ligne de base la ligne de pivot, donc la ligne E3. Voilà. Et une fois qu'on a appliqué cette transformation, voilà le nouveau tableau obtenu. Donc, ce qu'on remarque, c'est que Y, donc, c'est substitué à E3. Les nouvelles variables de base, c'est E1, XY. Remarque importante, la valeur de l'objectif, c'est 140 maintenant. On est passé de 30 à 40. Mais ce n'est toujours pas optimum. C'est-à-dire la solution n'est toujours pas optimale parce que on a encore un coefficient positif au niveau de la ligne Z. Donc, nouvelle variable en 30, c'est la variable E2. Et on va faire les rapports, donc, membre à membre, 2 divisé par 1. Là, c'est un rapport négatif, c'est pas intéressant. Et là, c'est un rapport infini. Donc là, c'est clair, il n'y a qu'un rapport à prendre en compte, c'est celui-là. Et donc, la variable sortante, c'est la variable E1. C'est la variable E1. Et donc, on va procéder au pivotage. On va annuler ce moins 1,5 par une opération élémentaire. Là, il y a déjà un 0. On va transcrire toute cette ligne dans le nouveau tableau. Il y a ici 15, on va multiplier le pivot par moins 15 et on va rajouter à la dernière ligne membre à membre pour obtenir la nouvelle ligne de Z. D'où le dernier tableau. Je vous dis le dernier parce que vous pouvez savoir rapidement si vous êtes à la fin ou pas en regardant tout simplement la dernière ligne. Parce que une fois que tous les coefficients sont négatifs, on est assuré de l'optimalité de la solution. Donc là, on voit que E2 a pris la place de E1. Les nouvelles variables de base sont E2, XY. E1 et E3 sont des variables hors base. Et là aussi, vous remarquez qu'on est passé de 140, la dernière valeur de Z, à 170, donc une nette amélioration. D'où la solution optimale. X égale à 3, Y égale à 2, et la valeur de l'objectif correspondant à cette solution, c'est 170. Voilà, donc ça, il y avait des tableaux à faire, mais ici, l'objectif, c'était surtout de vous montrer comment pallier l'inconvénient de la solution initiale de base réalisable en utilisant cette méthode du grand M. Donc ça, c'était pour le deuxième cas
qui permet de traiter en même temps le premier cas, quand vous avez des contraintes de type inférieur ou égal avec des coefficients second membre négatifs, ou quand vous avez des contraintes de type supérieur ou égal avec un second membre positif. Il nous reste maintenant le troisième et dernier cas, le cas où nous avons des contraintes carrément de type égalité. Alors, quand vous avez des contraintes de type égalité, vous n'avez pas besoin d'ajouter des variables d'écart parce que vous avez déjà une équation. Donc, si vous avez une ou plusieurs contraintes de type égalité, là, on sera obligé d'ajouter les variables artificielles, toujours munies d'un coefficient négatif élevé, moins m, hein, sans introduire de variables d'écart. Alors, attention, je rappelle toujours que depuis la première séquence sur ce chapitre, je ne m'intéresse qu'à des problèmes de type maximisation. Hein. Le cas minimisation, on en reparlera plus tard. Voilà, donc notre exemple simple de programmation linéaire. Donc, max de z égale 4x plus 2y, 8x plus 5y inférieur ou égal à 400, 6x plus 5y égale à 360. X et Y positif. Donc, en passant à la forme standard, là c'est inférieur ou égal, on va rajouter l'écart plus E1. Et là, pas besoin d'ajouter de variable d'écart, mais on sera obligé d'ajouter la variable artificielle qui va nous permettre d'avoir une solution de base initiale. Donc, la solution de base, ça va être quoi? Ça va être x égale à 0, y égale à 0. Donc, si j'annule les variables principales x, y, il va me rester E1 égale à 400 et V égale à 360 qui vont constituer les variables de base de ma solution de départ. Et donc là, par contre, pour réduire l'effet de cette variable artificielle, on a dit qu'il faut introduire ces variables avec un coefficient négatif, moins mv. Et là, la même chose, je dois d'abord exprimer moins mv en fonction des seules variables principales et des variables d'écart, avant d'élaborer le premier tableau simplex. Voilà, donc moins mv, c'est 6mx plus 5my moins 360m. Et donc, si je reporte dans ma fonction économique, donc 4x plus 2y plus 0,1 plus 16mx plus 5my moins 360m, donc, qu'est-ce qui va me rester? Ben, il va me rester z égale à 6m plus 4x plus 5m plus 2y plus 0,1 moins 360m. Moins 360m. Donc, c'est l'expression que je vais utiliser au niveau de mon tableau simplex. Voilà le premier tableau. Donc, le premier tableau, E1, variable de base égale à 400, V, variable de base égale à 360. Les coefficients dans Z, donc on les voit ici, 6m plus 4, 5m plus 2, 0 et 0 plus E1 et V. Mais on voit ici un 360m. Ben, d'où vient le 360m? C'est que quand vous allez remplacer X, Y et je dirais E1 par 0, il va vous rester grand Z égale à moins 360m. Et comme ici on place l'expression moins Z, donc moins 360m, ça donne 360m. C'est là le tableau correspondant donc à cette solution de base initiale. Donc maintenant, on va sélectionner la variable entrante. Là, c'est clair que c'est 6m plus 4. 6m est supérieur à 5m. Ensuite, on divise membre à membre. 400 divisé par 8, c'est 50. 360 divisé par 6, c'est 60. Le plus petit rapport, c'est celui qui correspond à 1. Donc, 400 divisé par 8, c'est 50, et 360 divisé par 6, c'est, c'est 60. On fait attention, là, il y a une petite erreur. La variable qui sort, c'est E1. La variable qui sort, c'est E1. Donc, la petite flèche qui est là, doit être, voilà, c'est celle-là qui va sortir. Voilà. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais attention, ça, pardon, une petite erreur, donc c'est pas ça. Et donc, le nouveau pivot, c'est quoi? C'est évidemment le 8. Donc, le pivot, le 8. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va procéder au pivotage. Donc, d'abord, diviser la ligne du pivot par 8.
8 sur 8, 5 sur 8, 1 sur 8, 0 sur 8, 400 sur 8. Une fois qu'on a le 1, on va annuler le 6 et on va annuler le 6e plus 4 par des opérations élémentaires suivant les lignes, donc en se basant sur la ligne de pivot, ce qui va nous permettre d'avoir, voilà, le nouveau tableau. Donc le nouveau tableau, vous voyez, la variable précédente c'était E1, donc X1 prend la place de E1 avec une nouvelle valeur égale à 50 et V égale à 60. Remarquez ici, c'est pas la même chose que l'exemple précédent parce que V l'est toujours. V n'est pas sorti en premier. C'est pas une règle générale, mais dans le parcours des calculs, la variable artificielle quitte la base forcément à un moment. 2. Donc, le nouveau tableau montre que la nouvelle, je dirais, valeur de Z, c'est, en prenant la négation, je dirais le contraire de cette expression, c'est 200 moins 60M. Vous remarquez que M, elle est toujours là. Tant qu'il y a le M trimballe, ça veut dire qu'on n'est pas encore à l'optimum. Parce que il faut bien que les variables artificielles disparaissent. Et quand les variables artificielles disparaissent, bien sûr, le coefficient M disparaît aussi. Donc, la nouvelle variable entrante, c'est Y, ici, 10M. Et donc, je vais diviser 50 par 5 huitièmes, ça fait 80. Et 60 divisé par 2 huitièmes, ça fait 48. Donc, le plus petit rapport correspondant à la variable V, qui est maintenant une variable sortante. Et le pivot, évidemment, maintenant, c'est évidemment la rencontre. Donc, je vais l'entourer 10 huitièmes. Donc là, la même chose, on le transforme en 1 en multipliant la ligne, toute la ligne par 8 dixièmes, et on annule la colonne du pivot par des opérations élémentaires, ce qui nous fournit ce nouveau tableau qui va correspondre à la nouvelle solution. Remarquez que puisque V disparaît maintenant, j'ai pas mis de colonne au niveau de ce dernier tableau. Donc, en jetant un coup d'œil sur la dernière ligne, on voit que j'ai moins 4 cinquièmes, 0 et 0. Donc, on a atteint l'optimum. La solution associée à ce tableau est une solution optimale. Et cette solution n'est autre que la solution correspondant à X égale à 20, Y égale à 48 et à une valeur optimale pour l'objectif qui est égale à 176. Voilà, donc on vient de traiter aussi ce dernier cas, le cas des contraintes égalité, toujours en utilisant cette méthode de grand M. Et comme vous pouvez voir, c'est une méthode qui permet d'atteindre l'objectif moyennant un certain nombre d'itérations. Certes, ça fait des fois des calculs en plus parce que vous introduisez de nouvelles variables, donc les variables artificielles, et il faut bien que ces variables disparaissent. Donc il faut bien des itérations de calcul correspondant donc à la sortie, je dirais, de ces variables artificielles de la base. Voilà, donc là, au niveau de cette séquence, on avait prévu tout simplement de voir comment pallier l'inconvénient du calcul de la solution de base réalisable initiale pour pouvoir faire les calculs moyennant la technique du simplex. Alors, avec cette séquence, on aura clôturé donc ce deuxième chapitre qui portait sur la technique de résolution des programmes linéaires, mais des programmes linéaires au niveau général, c'est-à-dire avec plusieurs variables et évidemment plusieurs contraintes. La méthode du simplex qui, comme on l'a dit au départ, une méthode très efficace pour résoudre de vrais problèmes, de problèmes très grands, de problèmes très grands en termes de taille, des problèmes complexes que rencontrent les organisations et les entreprises en général. Donc, dans la prochaine séquence, nous allons revenir sur le cas qu'on n'a pas traité jusque-là, à savoir le cas de minimisation. On vient de traiter le cas de maximisation. Qu'est-ce qu'il en est de cas de minimisation? Si on a un problème de type minimisation, est-ce qu'on peut toujours utiliser cette méthode et est-ce que ce sont toujours les mêmes critères qu'on va utiliser? Alors, et pour ce faire, je vais introduire d'abord la notion de dualité en programmation linéaire qui va nous permettre de résoudre facilement le cas de minimisation. Donc jusque-là, je vous souhaite bon courage et à la prochaine.